Pentagone a suffi pour détruire leur carrière et révéler au monde que l'injustice n'a plus où se cacher. Ce n'était censé être qu'un simple voyage dans une région tranquille de l'Arizona. Le genre d'endroit que la plupart des gens ne traversent qu'en route vers un autre pays. La générale Carmen Ramirez avait déjà fait des voyages comme celui-ci des centaines de fois. Pas d'escorte de sécurité, pas de gyrophare. Juste elle, une voiture de location et une échéance à respecter. Elle avait une réunion confidentielle prévue à la base aérienne Davis-Montand, et elle n'avait pas le temps de se laisser distraire. Mais quelque part entre Tucson et Nogales, à la sortie d'une petite ville appelée Valseco, Carmen remarqua une perte de signal sur son téléphone sécurisé. Elle devait passer un appel au pas demain, pas dans une heure ou tout de suite. Elle repéra une station-service délabrée, à moitié oubliée, Martinez Fuel. Le trottoir était fissuré, irrégulier, mais ça ferait l'affaire. Carmen s'y gara près du bâtiment, loin de l'entrée principale où quelques habitants, adossés à des pick-up, échangeaient des anecdotes dans la chaleur étouffante. Elle n'y prêta pas attention. Pour elle, c'était juste un endroit où trouver un moment de silence et de tranquillité. Elle sortit, l'appareil sécurisé en main, le porta à son oreille. « Général Ramirez, je confirme l'identité, je commence mon rapport », dit-elle d'une voix basse et constante. L'officier du Pentagone à l'autre bout du fil n'a pas perdu de temps. Il s'est lancé directement dans des mises à jour sensibles, ordre en temps réel, manœuvres stratégiques. Des informations que seuls quelques privilégiés étaient autorisés à entendre. Carmen gardait les yeux rivés sur le parking, scrutant le parking avec désinvolture, comme on lui avait appris à le faire. Toujours concentrée sur l'appel. Mais quelques personnes près des pompes à essence commencèrent à la regarder. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un qu'il s'attendait à voir à Valseco et encore moins à quelqu'un de responsable. Elle portait un jean, des baskets simples, une veste ample vert olive et une casquette de baseball enfoncée bas sur ses cheveux noirs tressés. Rien dans sa tenue ne laissait présager un général 4 étoiles. Et c'était exactement ce qu'elle aimait. Mais tout le monde ne l'a pas vue de cette façon. À l'intérieur de la gare, derrière le comptoir, Patricia Wilson observait. La cinquantaine, un chignon blond serré, un air renfrogné permanent, fruit d'une vie passée à juger les autres. Elle ne voyait pas un héros de guerre hautement décoré. Elle ne voyait même pas une femme passer un coup de fil. Elle voyait ce qu'elle voulait voir, des ennuis. Patricia a pris son vieux téléphone fixe et a composé le numéro du bureau local, en parlant bas pour que les clients ne l'entendent pas. « Oui, j'ai une femme suspecte près des pompes à essence », murmura-t-elle. « Très suspecte. Elle est peut-être sans papier ou quelque chose comme ça. Elle a un comportement étrange. Vous devriez venir voir. » Elle a raccroché avant qu'il puisse poser trop de questions. De l'autre côté de la ville, 2 agents de lycée ont reçu l'appel par radio. Ils ont levé les yeux au ciel. Il ne se passait jamais rien à Valseco, mais si secouer le nid de frelons pouvait briser l'ennui, ils étaient partants. Ils ont enfilé leurs lunettes de soleil, ont sauté dans le SUV et ont filé vers le poste. Pendant ce temps, Carmen se tenait près de sa voiture, essayant toujours de se concentrer sur l'appel. Le Pentagone transmettait des informations vitales ou des renseignements qui ne pouvaient se permettre d'être interrompus. Mais elle ignorait que de sérieux problèmes se préparaient déjà. Au moment où Carmen cherchait ses instructions, des lumières clignotantes se mirent à rebondir sur les vitres de la station. Tout autour d'elle commença à bouger. Des véhicules dérapèrent sur le parking, le gravier s'élevant sous les pneus qui crissaient. Elle baissa le téléphone un instant, plissant les yeux à cause des stroboscopes rouges et bleus. 2 agents en sortirent avant même que le SUV ne soit complètement immobilisé. Le plus grand, l'agent Ryan Mitchell, la trentaine, coupe militaire, forte carrure retira son holster d'un geste fluide. L'autre, Jack Thorpe, plus jeune, plus mince, trop impatient, fit de même. Tous 2 portaient des gilets tactiques frappés de l'inscription « ICE » en lettres blanches, des masques noirs couvrant le bas de leur visage. Ils se déplaçaient comme des hommes en quête de bagarre. Carmen sentit la tension dans l'air se renforcer. Calmement, elle posa son téléphone sécurisé sur le capot de sa voiture et leva les mains, paumes ouvertes et visibles. Sa voix était posée, maîtrisée au comme West Point l'avait inculqué des années auparavant. « Bonjour, messieurs les agents. Que puis-je faire pour vous ?» Mitchell aboya, permis et carte d'identité. « Maintenant. » Carmen s'avança d'un demi-pas, attrapant lentement son portefeuille. « Absolument. Ma carte d'identité est ici. Je suis militaire d'active, général Carmen Ramirez.
Je suis en mission officielle. Thorpe se moqua. Général, hein? Vous vous attendez à ce qu'on y croie. Carmen sortit ses lettres de créance militaire et ses ordres de mission fédéraux, les lui tendant d'une main ferme. Mitchell les saisit sans ménagement, jetant un bref coup d'œil avant de secouer la tête. Ce sont des faux, marmonna-t-il en jetant sa carte d'identité sur le capot comme un déchet. Carmen cligna des yeux, stupéfaite pour la première fois. Monsieur, je vous assure. Tais-toi, rétorqua Thorpe. Tu crois pouvoir te jouer de nous, ma belle? Tu t'es trompé de ville. Une petite foule commençait à se former. Des clients, des employés de station-service, des automobilistes qui s'étaient arrêtés et étaient restés pour le spectacle. Certains chuchotaient. D'autres riaient. Personne ne s'avançait. L'entraînement de Carmen la poussait à la détente, mais son instinct lui disait que ces hommes ne cherchaient pas la vérité. Ils avaient déjà une idée précise de qui elle était. Pire encore, de qui elle n'était pas. Elle essaya à nouveau, la voix basse, même. Veuillez contacter votre superviseur. Vous commettez une grave erreur. Mitchell l'interrompit, la main sur son tasé. Tourne-toi. Les mains dans le dos. Carmen ne bougea pas. Non pas par défi, mais parce que quelque chose en elle céda à quelque chose de profond, de lourd. Je suis général dans l'armée américaine, dit-elle d'une voix rauque. Vous me détenez maintenant illégalement. Mitchell a ri, il a vraiment ri. Assez fort pour que la foule l'entende résonner dans les pompes à essence. Ouais. Et je suis le président. Tourne-toi. Avant qu'elle puisse dire un mot, Thorpe lui saisit brutalement le bras. Mitchell tira l'autre derrière son dos. Les menottes claquèrent, suffisamment serrées pour pincer la peau. Carmen serra les mâchoires, ravalant la brûlure de l'humiliation qui montait en elle. Quelque part derrière elle, le téléphone sécurisé, toujours connecté au Pentagone, s'écrasa sur le trottoir. La voix à l'autre bout du fil criait son nom, mais les agents ne l'entendirent pas ou s'en moquèrent. Mitchell la poussa contre le flanc de la voiture de location, assez fort pour faire claquer la portière. Des exclamations de surprise parcoururent la petite foule. « Nous l'avons eu », a-t-il dit. Thorpe parlait comme s'il venait de remporter un trophée. Carmen, essoufflée, fixait la vitre sale de la station-service. La vitre était couverte de graisse et de crasse, son reflet y brisant des fragments. À cet instant, elle n'était pas un général. Elle n'était même pas une personne. Pour eux, elle n'était qu'une personne à balancer, parce qu'ils pouvaient. Mais à l'intérieur du Pentagone, les alarmes retentissaient déjà, et la disparition de Carmen ne passerait pas inaperçue longtemps. De retour au Pentagone, ce qui avait commencé comme un appel étrange s'était transformé en urgence en moins de 60 secondes. Le capitaine de corvette Alex Rivera, assis derrière un mur d'écran lumineux à Washington, D.C., fixait du regard une étiquette clignotante étiquetée Carmen Ramirez. La transmission audio était un vrai chaos, parasite, bruit de fond, bruit de bousculade, voix hurlant des mots qu'il ne comprenait pas. Puis, plus rien. Juste un sifflement sourd et inquiétant. Alex se pencha vers le micro. Général Ramirez, ici le commandement des opérations. Vous me recevez? Général Ramirez, répondez. Silence. Il se tourna vers sa superviseure, la colonelle Diana Santos, qui traversait déjà le hall des opérations avec détermination. Trouvez son emplacement, ordonna Santos, sa voix coupant clairement le bourdonnement du centre de commandement. Quelques secondes plus tard, un technicien a repéré un point clignotant sur la carte. Il n'était pas près de la base. Elle s'est arrêtée à une station-service près de l'autoroute 19, dans une ville appelée Valseco, un nom que la plupart des membres du Pentagone n'avaient jamais entendu. Santos se pencha sur l'épaule d'Alex, la mâchoire serrée. Passez-moi le service de sécurité de Davis Montant. Appelez-moi Ag. S'il arrive quelque chose à Carmen, on agit immédiatement. Pendant ce temps, de retour à Valseco, Carmen était assise sur le trottoir, menottée, le dos appuyé contre le mur de la station-service. « Quel est ton vrai nom » demanda Thorpe, la surplombant comme un cauchemar. « Pour qui travailles-tu » Carmen expira lentement par le nez. « Ils ont ma carte d'identité. Mes ordres de mission. Tout ce dont vous avez besoin est là. » Mitchell se moqua. « Madame, vous êtes à deux doigts d'être verbalisée pour obstruction. N'aggravez pas la situation. » Carmen ne dit rien.
Elle n'allait pas leur donner la satisfaction de l'avoir supplié. Du coin de l'œil, elle vit des gens filmer avec leur téléphone en chuchotant. Finalement, la gérante, Patricia, se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, souriant comme si elle assistait à une bagarre dans son jardin. Tout devenait incontrôlable et personne ne semblait vouloir l'arrêter. Soudain, la radio de Zorb crépita. Envoyez à l'unité 3 ou confirmez que vous avez arrêté le sujet. Mitchell a attrapé la radio de sa ceinture. Affirmatif. Femme, début quarantaine, refusant de coopérer. Une autre pause. Attention, le sujet est sous surveillance fédérale. Je répète, sous surveillance fédérale. Le Pentagone a pris contact avec les services d'urgence. Libérez immédiatement l'appareil et attendez les instructions. Le sang quitta le visage de Mitchell. Le sourire suffisant de Zorb disparut. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Murmura-t-il. Carmen, toujours assise, ne dit rien. Elle les fixait simplement, immobile, attendant. Mitchell chercha ses clés à tâtons, déverrouillant maladroitement les menottes sans croiser son regard. Il marmonna quelque chose entre « désolé » et « madame », mais n'eut pas le courage de le dire clairement. Carmen se releva lentement, fléchissant les poignets là où le métal avait mordu sa peau. La foule était plongée dans un silence total. Même le sourire narquois de Patricia avait disparu. Carmen ramassa son téléphone par terre. L'écran était fissuré. Connexion perdue. Information sensible potentiellement compromise. Elle regarda les deux agents droit dans les yeux. « Tu vas le regretter », dit-elle doucement. « Pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. » Mitchell ouvrit la bouche, comme pour argumenter, mais ensuite. Un nouvel ensemble de lumières clignotantes baignait le parking. Cette fois, ce n'étaient pas les policiers locaux. C'était un convoi de SUV noirs de la base aérienne Davis montant, les pneus crissant sur l'asphalte. Mais Carmen n'attendait pas de renfort. Elle se préparait déjà à ce qui allait se passer ensuite. Les portes du SUV s'ouvrirent presque à l'unisson, comme dans une scène de film, mais il n'y avait rien de cinématographique dans l'urgence avec laquelle les agents de Davis montant se déplaçaient, pas de sourire, pas de salutation, juste des ordres brusques et des expressions tendues. À la tête de l'équipe se trouvait le lieutenant-colonel Roberto Vega, la quarantaine, le regard d'acier. Il n'était pas là pour se faire des amis. Il traversa le parking à grandes enjambées, décidé, un dossier sous le bras, les yeux rivés sur Carmen. « Général Ramirez, êtes-vous blessé ?» demanda-t-il, sa voix portant à travers le parking. Carmen secoua la tête une fois. « Non, colonel. Des écorchures mineures. Le véritable préjudice a été causé à leur carrière. » Mitchell et Zorb se déplaçaient mal à l'aise, réalisant, trop tard, à quel point ils étaient plongés. L'équipe de sécurité de l'armée de l'air a resserré les rangs autour de Carmen sans même qu'on ait besoin de le lui demander, se positionnant physiquement entre elle et les agents de l'ICE. Vega se tourna vers les officiers locaux, son ton étant inébranlable. Il vous est par la présente ordonné de vous retirer dans l'attente d'une enquête fédérale. Toute action ultérieure de votre part pourrait être interprétée comme une obstruction à la justice. Mitchell bégaya. Nous ne savions pas qui elle était. Ce n'est pas une excuse, interrompit Vega. Tu avais ses papiers en main. Tu avais tout ce qu'il te fallait. Zorb a quand même essayé de jouer dur. Elle agissait de manière suspecte. Vega le fixa pendant un long moment, puis dit doucement. Vous avez rencontré une femme latine lors d'un appel téléphonique et avez pris une décision qui vous suivra pour le reste de votre vie. L'équipe de l'armée de l'air a rapidement et efficacement escorté Carmen dans l'un des SUV, s'assurant qu'elle était assise confortablement à l'intérieur. Alors que le convoi s'éloignait, Carmen regarda en arrière une fois, juste assez longtemps pour voir Mitchell s'essuyer la sueur du front d'une main tremblante, et Patricia se glisser à l'intérieur de la gare comme un cafard sous la lumière de la cuisine. À l'intérieur du véhicule, Carmen parlait peu. Elle regardait par la fenêtre l'interminable route, ses pensées s'emballant plus vite que le SUV. Le colonel Vega a finalement rompu le silence. Le Pentagone coordonne une enquête approfondie, madame. Affaires internes, division des droits civiques. L'affaire sera rendue publique, que Valseco le veuille ou non. Carmen n'a pas hoché la tête. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas bronché. Ils auraient dû le savoir, dit-elle simplement. Vega hocha la tête. Ils sont sur le point de découvrir ce que cela fait d'être vus pour ce qu'ils sont vraiment.
Le convoi accéléra, traversant des champs d'herbe ôtés des poteaux téléphoniques penchés, en direction de la base aérienne. Vers le lieu où l'autorité et la dignité de Carmen seraient enfin reconnues à nouveau. Mais Carmen savait que le vrai combat ne faisait que commencer. Et cette fois, tout le pays regarderait. La vidéo avait déjà fait la une des journaux nationaux avant même qu'elle ait terminé son reportage à Davis-Montand. Quelqu'un avait mis en ligne la vidéo prise avec son téléphone portable, un extrait granuleux et non filtré montrant deux agents de l'ICE, et expliquant calmement. Elle était générale de l'armée américaine. Il n'y avait pas de cris, pas de résistance, seulement le regard indubitable de quelqu'un dépouillé de sa dignité par des gens trop aveuglés par l'arrogance pour même le voir. Cela s'est propagé comme une traînée de poudre. Au matin, Valseco n'était plus seulement un point sur la carte de l'Arizona, il était devenu le centre d'une indignation nationale croissante. Les chaînes d'information ont diffusé l'histoire en boucle, les commentateurs ont secoué la tête avec incrédulité et les défenseurs des droits civiques ont qualifié cela de cas flagrant de profilage racial et d'abus de pouvoir. Même les organisations de vétérans, qui veillent généralement à ne pas s'immiscer dans les affaires politiques, ont publié des déclarations officielles exigeant justice pour le général Ramirez. De retour à Valseco, l'ICE s'est efforcé de contrôler les dégâts. Le directeur régional Vincent Hoffman, un homme plus habitué aux affûts de cercle qu'aux conférences de presse, se tenait devant une mer de caméras, la sueur ruisselant sous son chapeau de cow-boy. « Nous regrettons le malentendu », a-t-il balbutié, évitant tout contact visuel avec les journalistes. Les agents impliqués ont été placés en congé administratif, dans l'attente d'un examen complet. Mais un jeune journaliste de Phoenix l'a interrompu au milieu d'une phrase. Directeur Hoffman, pourquoi les agents formés étaient-ils incapables de reconnaître des diplômes militaires clairement présentés? L'origine ethnique était-elle un facteur dans ce prétendu malentendu? Hoffman trébucha sur ces mots, marmonna quelque chose à propos de tensions accrues et d'une erreur d'identité. Mais tous ceux qui regardaient savaient qu'ils étaient acculés. Le département n'avait pas de véritable défense. Pendant ce temps, Mittel et Zorp restaient silencieux à la radio. Leurs noms ont fuité en quelques heures, faisant la une des journaux, sur les réseaux sociaux et sur les forums d'indignation publique. Des sources anonymes au sein du département ont révélé que les deux hommes avaient déjà fait l'objet de plaintes pour usage excessif de la force et profilage racial. Soigneusement balayés sous le tapis jusqu'à maintenant. Des avocats des droits civiques de Phoenix et de Washington DC ont déposé des plaintes fédérales officielles au nom de Carmen. Le ministère de la Justice a lancé une enquête indépendante. Même le gouverneur de l'Arizona s'est exprimé, qualifiant l'incident horrible injustice contre un héros national. Il ne s'agissait plus seulement de Carmen. Il s'agissait de chaque personne qui avait été mise en doute, rejetée ou dégradée à cause d'un uniforme qu'elle ne portait pas, d'une couleur de peau qu'elle ne pouvait pas changer ou d'une supposition qu'elle ne pouvait pas empêcher quelqu'un d'autre de faire. À Davis-Montand, Carmen était constamment informée. Ses avocats, les responsables du Pentagone et même les agents de liaison de la Maison-Blanche réclamaient des mises à jour. Elle a répondu à chaque question avec la même voix ferme qu'elle utilisait autrefois pour commander des troupes dans des zones de guerre. Mais quand elle était seule, dans le calme de ses quartiers, le poids pesait lourdement sur sa poitrine. Pas parce qu'elle était surprise. Mais parce qu'après toutes les médailles, après tous les services, après tous les sacrifices, dans un parking poussiéreux de Valseco, rien de tout cela n'avait eu d'importance. Pourtant, elle n'avait pas passé sa vie à fuir les batailles, et elle n'allait certainement pas commencer maintenant. Mais si Carmen voulait parler, elle savait que ce devait être à ses conditions. Pas seulement pour elle-même, mais pour chaque visage silencieux qui regarde depuis l'ombre. La conférence de presse était prévue samedi à midi, devant les portes de la base aérienne Davis-Montand. Les caméras étaient déjà alignées dans des rangées frénétiques et ordonnées. Microphones empilés 2 et 3 fois en profondeur. Les journalistes chuchotaient de toute urgence dans les téléphones. L'air était chaud, épais, bourdonnant d'un autre type d'électricité, celle qui signifiait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Carmen Ramirez se tenait derrière le podium, portant son uniforme complet pour la première fois depuis des mois. Les médailles brillaient sur le tissu bleu profond. Ses épaules étaient carrées, son regard inébranlable. Elle n'était pas là pour divertir. Elle n'était pas là pour mettre qui que ce soit à l'aise. Le colonel Vega se tenait à côté d'elle, les bras croisés, l'observant d'un air protecteur. Plusieurs hauts responsables du Pentagone l'entouraient, leur visage grave. Ils avaient proposé à Carmen des arguments soigneusement élaborés, des phrases diplomatiques, un chemin à travers le champ de mines. Elle a poliment refusé. Quand Carmen a finalement parlé,
Sa voix était suffisamment claire pour couper à travers chaque murmure de la circulation, chaque clic de caméra. Je m'appelle le général Carmen Ramirez, a-t-elle commencé. J'ai passé 29 ans à servir ce pays, à diriger des soldats, à conseiller des présidents et à défendre les idéaux inscrits dans la Constitution. Hier, à Valseco, en Arizona, rien de tout cela n'avait d'importance. Elle s'arrêta, laissant les mots flotter dans l'air lourd. Je n'ai pas été jugé sur le contenu de mon caractère, ni sur l'uniforme que j'ai mérité, mais sur la couleur de ma peau et les suppositions faites à cause de celle-ci. Les journalistes ont griffonné furieusement. Mais Carmen ne parlait pas en leur nom. Elle s'adressait aux personnes qui avaient vu la vidéo, qui avaient ressenti cette piqûre familière dans leur ventre, un souvenir aigu d'avoir été mis en doute, rejeté ou manqué de respect. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour présenter des excuses, a-t-elle déclaré. Je suis ici parce que le silence n'est pas une option. La responsabilité est importante. Le respect est important. La dignité humaine est importante. Et rien de tout cela n'est négociable, ni fondé sur les préjugés ni sur l'ignorance d'autrui. Derrière les caméras, des membres de la communauté locale s'étaient rassemblés, des familles latino, des vétérans, des étudiants tenant des pancartes manuscrites. Carmen a aperçu leurs visages, certains en colère, d'autres pleins d'espoir, tous attendant quelque chose qu'ils n'avaient pas assez vu ces derniers temps, un véritable leadership. L'injustice n'est pas nouvelle, a poursuivi Carmen. Mais le changement ne se produit que lorsque suffisamment de personnes refusent de détourner le regard. Elle n'a pas fini avec une touche dramatique. Pas de slogan répété. Juste la vérité. Ce n'est pas moi qui ai été humilié hier. C'est eux. Et l'histoire s'en souviendra. Elle s'est éloignée du micro sans attendre les questions. Les applaudissements ont commencé modestement en juste quelques applaudissements de la foule mais ils se sont rapidement transformés en quelque chose de réel, de vivant. Alors qu'elle retournait vers la base, Carmen n'a ni accéléré ni ralenti. Elle se déplaçait avec la même foulée régulière qu'elle avait toujours eue. Un pas après l'autre, portant plus que sa propre histoire sur son dos. Parce qu'elle savait que le monde ne changerait pas du jour au lendemain. Cela pourrait même ne pas changer de son vivant. Mais peut-être, juste peut-être, cela changerait un peu. Parce qu'elle a refusé de rester silencieuse. Lorsque vous êtes traité injustement, votre voix est votre meilleure arme. Dis la vérité, même lorsque tes mains tremblent. Car quelque part, quelqu'un a besoin de la force que tu incarnes en cet instant. Si tu crois en la défense de la dignité. Si tu crois qu'il faut exiger des comptes. Alors partage cette histoire. Parle, élève la voix. Chaque fois que tu vois quelque chose qui ne tourne pas rond. Quelque chose qui blesse, qui oppresse, qui humilie. Le changement ne commence pas dans le silence. Il naît des voix assez courageuses pour nommer l'injustice. Et refuser de détourner le regard.